Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter trois essais que j'ai lus dernièrement et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je pense que je ne les mettrai pas dans mon prochain update lecture, je vais vraiment vous les présenter assez en profondeur ici parce que je trouve que c'est des questions très intéressantes et qui m'ont beaucoup plu, chacun à leur manière, parce que vous verrez qu'il y a des... Ils sont assez différents. Donc les voici. Le premier, il s'agit d'une sortie qui vient de sortir en librairie. Le féminisme, ça pense, de Geneviève Fraisse, Les grandes voies de la recherche, CNRS édition de Vive Voix. Donc j'aime beaucoup ces toutes petites éditions. En fait, c'est des éditions qui permettent aux chercheurs du CNRS et d'autres chercheurs apparemment à expliciter brièvement soit un aspect de leur recherche, soit un point sur lequel ils voudraient revenir, etc. Donc j'avais lu celui sur... ah mon dieu, son nom m'échappe, mais l'historien qui travaille sur l'histoire de l'Afrique. Je vous le mettrai dans la barre sous la vidéo quand je l'aurai retrouvé, parce que là il m'échappe complètement. Donc j'avais beaucoup aimé, j'attendais qu'ils en sortent un sur le féminisme. Ça c'est fait, donc j'y reviendrai juste après. Ensuite, j'ai lu Alizée Delpierre, Servir les riches, les domestiques chez Grande Fortune, aux éditions La Découverte. Celui-là, il me fait de l'œil depuis sa sortie. J'ai vraiment essayé de me retenir et je n'ai pas réussi. Donc, donc voilà, j'avais très envie de le lire. Il ne sortait pas en bibliothèque, donc j'ai foncé dessus parce que voilà, il était... bon, je vais pas spoiler, mais il était vraiment très bien. Donc voici le deuxième. Et le troisième, c'est un ouvrage de philosophie féministe. Il s'agit de Andrea Dworkin, Les femmes de droite, aux éditions Revue Ménage, collection L'Observatoire de l'antiféminisme. Là aussi, vraiment très intéressant et j'ai hâte de vous en parler. On va peut-être commencer du coup par Andrea Dworkin. Alors, je prends mon petit carnet d'ailleurs que j'aime beaucoup, je le trouve vraiment très mignon. C'est de chez Moleskine et j'ai toujours plusieurs carnets en fait pour noter mes lectures. J'ai celui-ci qui est une sorte de carnet où je note en fait au fur et à mesure mes ressentis, etc. J'ai un carnet plus de statistiques entre guillemets où je note vraiment le nombre de livres que je lis, le genre aussi parce que j'essaie de lire plusieurs genres différents que je ne lis pas forcément de prime abord, etc. Et j'ai celui-ci où vraiment je vais plus prendre des notes pour les ouvrages qui ne sont pas littéraires en fait, qui sont vraiment des recherches, des essais, etc. pour m'approprier en fait ces ouvrages. Personnellement, je trouve que quand on lit des essais ou des ouvrages de scientifiques, c'est parfois compliqué de tout retenir et parfois à la fin du livre, en tout cas je sais pas vous mais moi ça m'arrive souvent, à la fin de ma lecture je me retrouve un peu démunie, je ne sais plus vraiment ce que j'ai lu, je sais que j'étais globalement d'accord avec la personne ou pas, mais je ne pourrais pas vous sortir des arguments, etc. Donc moi je vous conseille de prendre un petit carnet que vous avez toujours avec vous ou que vous avez au moment où vous lisez, parce que je vais revenir là-dessus aussi, et en fait de noter les choses qui vous paraissent importantes, et en fait en relisant, vous allez vraiment enregistrer les informations. D'autant plus que Les femmes de droite, même si vous voyez, je l'ai bien aimé parce qu'il y a pas mal de post-it, c'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, ce qui fait que je ne vais pas pouvoir le garder, très malheureusement. Donc voilà, je vous propose peut-être avant de passer sur les femmes de droite, de vous expliquer un peu comment je lis la littérature, on va dire essais, résultats de recherche, etc. Je pense que ça peut peut-être vous donner des idées si vous n'êtes pas très familier avec ça, ou en tout cas qu'on puisse échanger dans les commentaires sur comment vous, est-ce que vous lisez ce genre de littérature et de recherche scientifique. Donc personnellement, j'essaie d'en lire plus, parce qu'étant donné, avec mon parcours universitaire, j'en lisais déjà pas mal, mais j'essaie de me diversifier et de lire d'autres types de littérature sur les sciences humaines, que ce soit des écrits féministes purs et durs, mais aussi de la sociologie, de l'anthropologie, enfin voilà, élargir un peu mes connaissances en sciences sociales. Je ne lis pas
d'ouvrages sur les sciences dures. Je dois vous avouer que j'en vois passer qui ont l'air très intéressants, comme je crois qu'un s'appelle Les maths sans numéro, sans chiffres, des choses comme ça, mais honnêtement, bon, ce n'est pas mon centre d'intérêt principal et je ne pense pas que ça ne le soit jamais. Et j'ai déjà beaucoup de choses à faire dans les sciences humaines, mais toujours est-il que vous avez évidemment plusieurs types d'essais, etc. Donc pendant un temps, je me suis beaucoup concentrée sur les essais féministes, notamment avec Monique Wittig. J'en ai vraiment beaucoup lu, aussi dans le cadre de mes études. Et donc là, j'essaie de diversifier et de m'intéresser à des sujets qui m'intéressent plus spécifiquement maintenant. Je trouve que vous n'avez pas besoin de faire des études universitaires pour en lire. Je trouve que c'est des ouvrages qui... Ça dépend des ouvrages. Peut-être pas Bourdieu, c'est peut-être pas la chose que je vous conseillerais, mais la plupart qui sortent maintenant en librairie sont vraiment destinés à tout le monde. Et d'ailleurs, je viens de voir que j'en ai oublié un, que je vais tout de suite vous présenter. Enfin, je vous présenterai ça après, mais voilà. Il y en a un dont je vais vous parler aussi. Donc vraiment, c'est des ouvrages que je trouve passionnants, qui me permettent vraiment d'élargir ma réflexion. Je trouve aussi qu'ils m'offrent un vocabulaire que je n'avais pas forcément auparavant. J'ai aussi un carnet, je fonctionne toujours avec beaucoup de carnets. Et si jamais ça vous intéresse, je fonctionne avec un carnet de vocabulaire où je note en fait les mots de vocabulaire qui m'intéressent. Et en fait, je trouve que c'est important parce qu'on réfléchit avec des mots et des concepts. Et personnellement, moi, je viens d'un milieu où je n'ai pas forcément une culture de concepts et une culture linguistique qui me permettent de mettre en mots mes idées. Et donc, moi, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup aussi parce que j'aime bien m'énerver. Donc, quand je m'énerve sur un livre, c'est très bien. Donc voilà, mes centres d'intérêt principaux, je dirais que c'est évidemment le féminisme, l'histoire, plus principalement l'histoire des femmes, la sociologie des rapports de domination et des rapports de classe, et l'antiféminisme, dans le sens où je m'intéresse beaucoup aux mouvements d'extrême droite et d'antiféminisme, et j'essaie de comprendre comment ces mouvements, bien qu'on peut être antiféministe sans être de droite, mais je m'intéresse beaucoup à ce type de mouvement, et ça me permet de vous parler du premier dont j'ai envie de vous parler, Les femmes de droite de Andrea Dworkin. C'est un ouvrage que j'ai eu du mal à trouver, je crois qu'il n'est plus disponible dans le commerce, peut-être dans d'autres pays, en tout cas ici difficile. Il y a un autre de ces ouvrages qui vient de paraître, une réédition, donc je vous encourage à aller le lire. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le lire juste après. Andrea Dworkin, c'est une philosophe de la deuxième vague féministe qui a été complètement oubliée en fait. Contrairement à Monique Wittig, qui est une autre féministe extrêmement importante du féminisme français, qui maintenant a vraiment on la redécouvre très intensément, ce qui est très bien, même si c'est assez difficile à lire, je dois vous avouer. Andrea Dworkin, en fait, j'en avais jamais entendu parler, et pourtant je suis assez au courant de ce qui se passe dans la littérature féministe. Donc, elle est née en 1946 et morte en 2005, et elle a vraiment beaucoup écrit. Peu traduite en français. Le premier, c'est justement celui-ci, Les femmes de droite, donc en anglais Right-Wing Woman, qui fait, je trouve, écho avec l'actualité. Je pense que vous avez vu le phénomène des tradwives en anglais, donc ces femmes sur les réseaux sociaux qui prônent leur vie de mère de famille au foyer, catholique la plupart, ou protestante, mais en tout cas une vie vraiment empreinte de traditions des années 50, etc. En général, elles s'habillent aussi dans ce genre de vêtements. Elles ont des discours très conservateurs, etc., etc. Je ne dis pas que c'est mal de rester au foyer, je pense que c'est très bien pour beaucoup de personnes, hommes ou femmes. Simplement, en général, le discours tradwife dans notre société actuelle s'accompagne d'un discours antiféministe extrêmement fort. Donc voilà, Andrea Dworkin, dans cet ouvrage, essaie de comprendre, en fait, au lieu de simplement critiquer les femmes tradwives, essaie de comprendre pourquoi ces femmes sont attirées par le phénomène tradwife et pourquoi. Donc évidemment,
elle ne les appelle pas tradwife, elle les appelle femmes de droite, parce qu'à l'époque, ce phénomène qu'on retrouve beaucoup sur TikTok ou Instagram, je vous conseille de regarder, c'est assez intéressant. Voilà, c'était pas le terme, mais bon, c'est vraiment de ça qu'on parle. Pourquoi ces femmes, en fait, sont contre le féminisme? Et je trouve que c'est très intéressant. Et je trouve personnellement que dans les études féministes, on étudie assez peu l'antiféminisme. Or, je pense que c'est quelque chose de très important à étudier, d'autant plus que maintenant, on voit dans les récentes études que la plupart des hommes entre 18 et 35 ans se disent plutôt de droite, et que la plupart des femmes entre 18 et 35 ans se considèrent de gauche. Donc on voit vraiment une sorte de scission au sein de la population qui est peut-être inquiétante, en tout cas qu'il faut questionner. Et je pense qu'on peut y arriver en essayant de comprendre comment des personnes puissent être contre le féminisme. Donc j'avais très 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 envie de le lire. Donc c'est un ouvrage, je vous le dis, qui fait polémique au sein de la communauté féministe. Je ne vais pas rentrer dans les débats. Moi-même, je ne connais pas assez bien l'œuvre d'Andrea Dworkin, mais en tout cas, cet ouvrage, même s'il a pu faire polémique, si vous avez des informations là-dessus, n'hésitez pas à le lire en commentaire, c'est toujours très intéressant. Mais s'il a fait polémique, en tout cas, c'est un des seuls qui s'intéresse vraiment d'une manière sociologique extrêmement intéressante et philosophique sur pourquoi des femmes peuvent rejeter le féminisme. Donc je pense qu'il faut quand même le lire. Je pense que c'est important de s'intéresser en fait à tous les courants féministes et pas seulement ceux qui aujourd'hui sont sur le devant de la scène. Par exemple, Monique Wittig aussi est critiquée et pourtant on la redécouvre. Donc voilà, je pense que c'est important. Andrea Dworkin est une féministe radicale. Je lis un peu mes notes parce que je l'ai lu il y a un mois à peu près, donc c'est plus trop frais. Mais en tout cas, Dworkin essaye de comprendre ces femmes pour nous démontrer que la situation n'est pas si désespérée. Et c'est à partir du moment où on comprend les mécanismes qu'on peut essayer de les combattre. Donc elle a écrit 2 ouvrages théoriques majeurs. Il s'agit de Pornography, que je n'ai pas lu, et Intercourse, que je n'ai pas lu non plus. Et voilà, donc c'est vraiment des choses extrêmement intéressantes. Elle se concentre sur les États-Unis et elle va notamment dire, je la cite, que la droite promet d'imposer des limites à l'agression masculine, simplifiant ainsi la survie des femmes. Donc on voit vraiment que c'est parce que la société est construite sur un patriarcat qui met en danger les femmes que la droite peut se saisir de ce discours pour pouvoir proposer un espace supposément safe pour les femmes. Et il propose des conditions pour cela, une structure, un abri, la sécurité, des règles que la femme doit suivre et l'amour. Donc en fait, la droite, elle offre une conception de l'amour fondée sur l'ordre et la stabilité, avec une vision très genrée des rapports entre hommes et femmes, donc la femme reste à la maison. Elle est protégée par l'homme, qui lui offre un abri, une structure, la sécurité et des règles, et de fait, son amour se manifesterait comme ça. Elle, son amour va se manifester par l'obéissance et la soumission à son mari, et évidemment l'enfantement, et donc en retour l'homme doit les protéger, etc. De plus, la droite va du coup, et c'est là que c'est intéressant, va du coup aussi s'appuyer beaucoup sur le christianisme, en tout cas pour les États-Unis. Je ne parle pas d'autres pays, on peut retrouver ce même genre d'argumentation dans d'autres religions, mais en tout cas aux États-Unis, dans le catholicisme et dans le protestantisme, en fait la droite va proposer l'amour de Jésus, qui est un amour, on va dire, métaphysique et qui permet de pallier aux violences que les femmes peuvent vivre au sein de leur foyer. Donc c'est vraiment très intéressant, c'était une analyse extrêmement fine et poussée, j'ai vraiment rien à dire à part que c'est vraiment un bijou. Je trouve très dommage qu'on ne le lise plus ou pas assez, ou alors je n'en ai pas connaissance si des gens s'y intéressent. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à le découvrir, vraiment c'est quelque chose de très intéressant. Et je lirai d'autres ouvrages d'Andrea Dworkin et je vais un peu plus m'intéresser au débat universitaire qu'elle a pu susciter.
Déjà, je ne sais pas si c'est des débats qui se retrouvent aux États-Unis, j'ai pas l'impression, plutôt en France. Et on sait qu'en France, bon, il y a toujours matière à débat, on va dire, sur beaucoup de choses au sein des sciences sociales, pas seulement dans le féminisme, mais dans d'autres thématiques comme l'histoire, etc. Donc voilà, je vais me renseigner. En tout cas, n'hésitez pas à me donner un maximum d'informations si vous en avez. Ça m'intéresse. Et dites-moi aussi si ce livre vous intéresse, parce que je vous avoue que moi, c'est un sujet qui me passionne et qui, je trouve, très très interpellant ces derniers temps au sein de la population mondiale, mais surtout européenne et américaine. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je suis en train de lire, mais je vous le présente parce que j'ai déjà vu Jérémy Foa dans plusieurs en fait présentations qui présentaient son ouvrage. Je l'ai acheté suite à ça, donc je connais bien ce qui s'y passe. Et il est très très bien. Moi j'en suis à la moitié et je le trouve exceptionnel, donc voilà, je me permets de vous le présenter parce que je sais que c'est très bien. Donc il s'agit de Tous ceux qui tombent, visage du massacre de la Saint-Barthélemy de l'historien Jérémy Foa aux éditions La Découverte à la Source, qui est une collection de La Découverte qui, je vais retrouver pour ne pas vous dire de bêtises, à la Source propose à des historiens et historiennes de se saisir pour regarder de près les sources. Ces sources entêtantes sont ici le cœur de gravité d'une expérience d'écriture qui, tout en suivant la méthode historique, s'affranchit des cadres narratifs conventionnels et assume une approche sensible du passé. Donc c'est vraiment ça. Si vous ne me connaissez pas, Jérémy Foa, je vais vraiment penser de mettre en barre d'infos. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si je ne l'ai pas fait. J'ai toujours du mal à remplir la barre d'infos, je suis vraiment désolée, c'est pas la chose à laquelle je pense, parce que personnellement je ne les regarde en général pas quand je regarde une vidéo YouTube, mais j'essaie de m'améliorer. Je vais vous mettre en barre d'infos une ou deux de ces conférences ou podcasts. Cet ouvrage a fait grand bruit dans le monde de l'histoire moderne et dans le domaine de l'histoire d'une manière plus générale. Et il a été interviewé, vous pouvez le retrouver sur France Culture en tapant juste Jérémy Foa, donc ça s'écrit comme ça, Jérémy Foa, dans la barre de recherche. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Vous le retrouvez vraiment sur une multitude de plateformes de podcasts, donc bon, vous trouverez ces interventions. Mais toujours est-il que c'est un excellent ouvrage. En fait, qu'a fait Jérémy Foa? Donc personnellement, je ne connais pas très bien l'histoire du massacre de la Saint-Barthélemy, mais bon, j'en sais ce qu'on enseigne généralement à l'école, c'est-à-dire Catherine de Médicis, les Guises, etc., l'idée d'un complot, un massacre basé à Paris d'abord, mais qui va s'étendre à toutes les provinces françaises, plus de 10 000 morts, etc., etc. Jérémy Foa, lui, s'est demandé, et je vais le citer parce qu'il le dit dans son prélude, je trouve que c'est très intéressant. En fait, il s'est demandé comment on massacre, qui est-ce qu'on massacre, et quelle source on aurait pour trouver ça. Et donc en fait, lui, il va s'intéresser aux minutes notariales, donc les actes notariés, donc vraiment tout ce qui a été produit par les notaires à cette époque. Et en fait, il s'est rendu compte qu'on pouvait retracer ces destins tragiques au sein des actes notariés. Pas toujours évidemment, mais les conclusions auxquelles il parvient, que je vais évidemment pas vous dévoiler ici, sont absolument fascinantes et remettent beaucoup de choses en question par rapport au massacre de la Saint-Barthélemy. Ce que j'ai trouvé vraiment particulièrement intéressant, si je vous lis simplement le tout début de son prélude, qui est d'ailleurs magnifiquement écrit, donc rien que pour ça, je vous le conseille aussi. Plutôt qu'une autre histoire de la Saint-Barthélemy, j'ai voulu faire une histoire des autres dans la Saint-Barthélemy, une histoire du petit, du commun, du banal, dans un événement qui assurément ne l'est guère. J'ai choisi de l'observer par le biais, au ras du sang, à travers ses protagonistes anonymes, victimes ou tueurs, simples passants et ardents massacreurs dans leur humaine trivialité. À la rencontre des vies minuscules, des épingliers, des menuisiers, des brodeurs, des tanneurs d'Aubusson, des rôtisseurs de la vallée de Misère, des poissonniers normands, des orfèvres de Lyon et des taverniers de la place Maubert.
Comment des hommes ordinaires ont-ils pu soudain égorger leurs voisins de toujours? Qui a exécuté la femme du commissaire Aubert? Pourquoi Marie Passard a-t-elle péri noyée, enceinte, sous les coups de ses propres neveux? Comment un simple orfèvre s'est-il révélé un meurtrier de masse? Donc voilà, je pense que déjà, ça vous donne déjà le ton qu'il utilise dans son ouvrage et à quel point cet ouvrage est important et fascinant. Donc il va vraiment révéler, notamment en s'appuyant aussi sur des recherches récentes autour du génocide du Rwanda. Donc il y a vraiment une perspective anthropologique et sociologique à cet ouvrage, et pas seulement historique, qui est vraiment passionnant. Il va démontrer en fait, pour simplifier, il faut vraiment le lire, je vous le conseille, il va démontrer que ces massacres en fait sont des massacres de proximité, c'est des massacres entre voisins. Il a eu cette phrase que je trouve vraiment particulièrement intéressante. Un grand historien va dire que le son de la Saint-Barthélemy, c'est le son du tocsin qu'on sonne. Et lui va vous dire que le son de la Saint-Barthélemy, c'est la sonnette, c'est les petits coups à la porte, parce que ce sont des voisins qui viennent vous tuer. Donc passionnant, pas très rigolo, je dois vous l'avouer, ce n'est pas une lecture très très drôle, mais c'est une lecture que je trouve importante, qui est passionnante. C'est assez difficile de se plonger dans un livre d'histoire quand on n'est pas historienne ou historien, et encore plus sur des sujets comme ça qui sont assez difficiles, etc. Mais il a le grand mérite, Jérémie Foa, de rendre une recherche absolument titanesque. Je crois que même moi, je me rends pas compte de la quantité de documents qu'il a dû compulser et transcrire, parce que ce sont des documents manuscrits du XVIe siècle, donc avec toutes les difficultés que ça comporte. Mais c'est prodigieux, c'est une recherche magnifique, vraiment je vous le conseille si vous vous intéressez à l'histoire, d'autant plus, et surtout si vous vous intéressez, si vous faites des études d'histoire et que vous vous intéressez sur des points de méthodologie, vraiment cet ouvrage va beaucoup vous aider. Donc je vous le conseille à tous parce que c'est passionnant. Mais bon, le sujet est extrêmement, extrêmement dur. Donc il faut garder ça à l'esprit. C'est vraiment un sujet qui va vous prendre aux tripes. Moi, je sais que je voudrais lire les ouvrages qu'il cite sur le génocide du Rwanda. Personnellement, je ne vais pas pouvoir le faire pour l'instant parce que je me sens trop proche en fait de cet événement pour pouvoir m'en détacher. Donc si les sujets de massacre de masse vous perturbent trop, laissez-le peut-être de côté parce qu'on n'en ressort pas indemne de cette lecture. Mais je trouve qu'elle est importante. Ensuite, j'ai lu et beaucoup aimé Servir les riches de Alizée Delpierre. Donc Alizée Delpierre, elle est chercheuse au CNRS et elle a enquêté en fait personnellement sur les rapports entre les bonnes, comme elle les appelle, et les ultra riches dans plusieurs pays du monde et notamment en France. Alors, j'ai trouvé que c'était un super ouvrage, aussi édité aux éditions La Découverte, mais la collection L'Envers des Faits. C'est vraiment une enquête très très bien faite, donc elle nous dévoile au début, et je trouve que ça c'est assez intéressant, toute sa méthode, ce qui permet toujours, elle dit aussi d'où elle parle en fait, qui est un peu un présupposé maintenant dans toutes les sciences sociales, mais qui est souvent oublié malheureusement. Donc très intéressant aussi si vous vous intéressez à la méthodologie, comment construire une bonne recherche en sociologie. L'écriture, là aussi, comme pour Jérémie Foa, c'est vraiment très intéressant. L'écriture est très très fluide. Vous pouvez totalement le lire si vous n'êtes pas spécialiste. Et moi-même, je ne suis pas spécialiste de sociologie. C'était passionnant, je l'ai dévoré en une journée. Vraiment, c'était passionnant. D'une part parce qu'évidemment, vu que c'est un ouvrage scientifique, elle ne prend parti ni pour les ultra riches ni pour les bonnes. Mais ce qu'elle dévoile dans cet ouvrage est absolument à la fois terrifiant et extrêmement bien théorisé en fait. Notamment, par exemple, un des nombreux exemples, parce qu'il y en a plein qui sont passionnants, et là aussi vous avez deux émissions de France Culture qui parlent de cet ouvrage-là. Une, c'est des témoignages de personnes qui ont témoigné pour cet ouvrage, absolument... je vous laisserai découvrir ça, il faut que vous le découvriez, et une interview d'Alizée Delpierre d'une heure à peu près. Donc si ça vous intéresse, et peut-être avant d'acheter l'ouvrage ou de l'emprunter, je vous invite à regarder France Culture. Très très intéressant. Donc là en fait, elle fait des entretiens longs, donc des entretiens qualitatifs, comme on les appelle,
et elle parle avec une de ses bonnes, Philippa. Et je vous lis juste un petit bout qui m'a beaucoup marqué. Philippa répond ici à ma première question en français alors que j'entre en contact avec elle en espagnol. Je poursuis alors en français avant de revenir à l'espagnol pour lui demander si elle a choisi la photographie avec sa patronne. J'ai naïvement pensé qu'elle avait confondu les prénoms nous, on, elle et je, avant de me rendre compte que, même dans sa langue maternelle, elle s'associe au choix de sa patronne. Cette utilisation du nous et du on est très fréquente dans les propos des domestiques qui associent régulièrement leurs pensées et leurs actions à celles de leur patron. Philippa, dont la patronne est directrice artistique, a aujourd'hui une culture encyclopédique de l'histoire de la photographie et de l'édition. En 5 ans de service pour cette femme très cultivée, elle a trié tous ses dossiers et archivé beaucoup d'anciennes éditions de livres ainsi que des photographies, au point que Philippa vit le choix de sa patronne comme son propre choix. Le « on » prend alors tout son sens lorsqu'elle me dit « de toute façon, on a les mêmes goûts, elle et moi ». Donc passionnant, vraiment je vous le conseille extrêmement fortement. C'était une super lecture et une super découverte. Et enfin, un ouvrage qui est un peu une déception. Il s'agit du Le féminisme ça pense, et je me rends compte que cette vidéo va être très longue. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Vous me direz en commentaire quelle longueur de vidéo vous préférez. Mais j'avais très envie de vous faire cette vidéo, donc voilà. Donc Geneviève Fraisse, c'est une directrice de recherche émérite au CNRS. Elle a beaucoup travaillé sur l'histoire de la philosophie féministe. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais il n'empêche que c'est une personne extrêmement importante pour l'histoire de la philosophie féministe. Donc elle aussi, elle parle de cette question d'où tu parles, donc cette manière de se remettre en question en tant que chercheur et chercheuse. Et alors que je pensais que ça allait être un manifeste pour l'histoire des femmes philosophes, ça a été plutôt un petit ouvrage vraiment très court sur son parcours de vie, qui évidemment est intéressant, mais j'avais un peu l'impression qu'elle se justifiait d'avoir eu un parcours aussi politique. On avait un peu l'impression d'un pamphlet de justification qui, personnellement, ne m'intéressait pas parce que je ne m'intéresse pas à la politique française d'une manière générale. Donc, voilà. Et puis, c'était pas pour ça que j'avais acheté. J'avais acheté pour le titre « Le féminisme, ça pense ». Je pensais qu'on allait avoir une démonstration d'une pensée féministe à travers l'histoire. C'est pas du tout ça. Donc, si vous recherchez ça, je vous le conseille pas. Si vous vous intéressez à un parcours de philosophe, pourquoi pas, mais bon, en aussi peu de pages, on se retrouve un peu perdu. Je saurais pas trop quoi vous dire. Page 74, j'ai noté de vous lire quelque chose, donc on va aller voir ça tout de suite. Bon, vous voyez, j'ai quand même étudié le texte, donc je vais pas dire que c'était mauvais, mais simplement... je les ai lus à 2 jours d'intervalle, je dois vous avouer, j'ai eu une petite frénésie de sciences sociales. Celui-ci, j'ai lu en une journée alors que je travaille 8 heures par jour dans un bureau. Et celui-ci, même conditions, etc., j'ai eu du mal. Hein. Et pourtant, celui-ci, il doit faire quoi, 150 pages, 200 pages. Celui-ci, il en fait même pas 100. Donc, et c'est écrit très gros. Et il est tout petit. Bref, donc très difficile à lire. Personnellement, j'ai trouvé pas du tout fluide. J'ai l'habitude de lire des philosophes. Et honnêtement, Geneviève Fraisse, je me souvenais pas que c'était aussi condensé et pas très facile à suivre. D'autant plus que c'est un ouvrage qui se dédie quand même à la vulgarisation scientifique, et honnêtement, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas, mais je ne comprends pas. Oui, non, je vais pas vous lire parce qu'au final, c'est vraiment assez opaque maintenant que je ne l'ai pas lu depuis une semaine. Eh bien, je ne saurais pas vous dire pourquoi j'ai souligné ce passage, parce qu'il est totalement opaque, il faudrait que je relise un peu avant. Donc, étant donné que la vidéo est déjà très très longue, on va passer. Si vous vous intéressez à Geneviève Fraisse, évidemment je vous conseille, honnêtement, si vous cherchez des livres sur la philosophie féministe et l'histoire de la philosophie féministe, bon, ne commencez pas par ça, c'est vraiment difficile à lire, je suis pas sûre d'avoir tout compris. Je suis pas sûre que tout ce qu'elle a écrit était digne d'intérêt dans le cadre de cette édition, pas dans le cadre d'autres ouvrages forcément très intéressants, mais dans le cadre de ce genre d'édition.
j'ai été déçue, j'ai trouvé que ça ne mettait pas en valeur l'histoire des philosophes féministes, alors que c'est tellement important. Donc voilà, si vous l'avez lu, vraiment, votre avis m'intéresse parce que je suis complètement passée à côté et j'ai regretté de l'avoir acheté, ce qui est quand même dommage, parce que Geneviève Fraisse, ça fait un boulot absolument extraordinaire, donc évidemment qu'elle est très importante, mais très très déçue de ce petit ouvrage. Donc voilà, je vous ai présenté 4 essais que j'ai particulièrement aimés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo peut vous plaire. Ça me fera plaisir de vous en proposer d'autres. N'hésitez pas à me dire aussi quels sont les ouvrages et essais que vous lisez en ce moment. Je trouve toujours passionnant et ça me donne des idées aussi pour la suite. Notamment, l'une d'entre vous m'avait parlé du féminisme décolonial de Françoise Vergès que je suis en train d'essayer péniblement de lire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire parce que ça me donne toujours des idées et j'adore échanger avec vous. Je vous donne aussi l'info que j'ai ouvert une page Instagram qui était déjà ouverte avant mais absolument inactive. Donc il s'agit de Page et Murmure sur Instagram. Et là, n'hésitez pas aussi si vous voulez discuter, etc. Ça me fait toujours super plaisir d'échanger avec vous. Et c'est parfois plus facile que sur YouTube parce qu'en fait, je ne reçois pas de notification quand vous me répondez à nouveau dans le fil des commentaires, donc je dois en fait chercher manuellement à chaque fois pour voir si vous m'avez répondu. Donc parfois c'est plus simple si vous voulez avoir une discussion un peu plus soutenue de le faire directement par Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas aussi. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!